Alors allez, l'heure du grand débrief. L'heure du grand débrief avec Elisabeth Lévy et Éric Revel. Je voudrais vous entendre d'abord sur ce débat dont on a beaucoup parlé depuis la déclaration du président de la République. Je ne veux pas entendre qu'on manque de moyens. Là, l'idée d'horizon qui est défendue par Édouard Philippe donc, et que rappelle Monsieur Béchu, qui est le secrétaire général de ce parti, eh bien, c'est de dire, on pourrait par exemple redéployer les 600 juges d'application des peines. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font que décider de l'application de la peine. Bracelet, pas bracelet, comment vous allez effectuer votre peine, etc. Je dis pas que c'est pas important, mais en tous les cas, lui pense qu'on pourrait redéployer ces juges. Éric, Elisabeth, Éric... On appelle ça les JLD d'ailleurs maintenant. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est une piste, on va dire, à budget constant ? Parce que d'autres pays le font en Europe. Oui, mais je pense pas que ça résoudra le problème de fond. Le problème de fond qui est posé, c'est le manque de moyens avant. Si vous prenez les chiffres bruts, évidemment, on est très sous-doté en France, puisque je crois que c'est 74 € par citoyen consacré à la justice en France, contre... Oui, mais on vient de beaucoup embaucher, contre 130, 140 en Allemagne. Donc on se dit, on est sous-doté. Mais moi, j'ai trouvé la déclaration du président de la République complètement hors sol. Je veux dire, quand il parle qu'il n'y a pas de problème, qu'on ne parle pas de moyens. Moi, j'ai écouté beaucoup de magistrats. Bon, et Dieu sait que j'avais plutôt une idée arrêtée sur la justice. Un procureur expliquait qu'il y avait près de 3 millions de dossiers en souffrance judiciaire. 3 millions de dossiers. Quand le garde des Sceaux dit « traitez-moi 70 000 plaintes qui sont liées à des agressions sur mineurs d'ici un mois et demi, d'ici le 14 juillet », ça veut dire que tous ces dossiers sont en souffrance. Oui, j'entends Éric, mais ce qu'il veut peut-être dire, Éric, c'est que il veut dire, dans ce cas précis, ça n'est pas un problème de moyens. Parce que on a mis du temps à entendre. D'ailleurs, on l'a pas entendu dans le cas de l'affaire Rosa, par exemple. On l'a pas entendu, le suspect numéro 1. Alors, dans ce cas précis, là, il y a eu un fiasco total à plusieurs échelons. Vous avez entendu la mère de Rosa qui explique qu'elle a téléphoné à 3 gendarmeries différentes et qu'en gros, on lui a dit, si vous continuez, on va porter plainte contre vous pour harcèlement. Alors qu'elle avait des preuves médicales et psychologiques que sa fille avait été abusée. A subi des lésions. Bon. Et dans l'une des 3 gendarmeries, ils se plaignent parce qu'ils sont 3 gendarmes, alors qu'il y a 3 affaires qui concernent des mineurs, il y a 80 ou 90 dossiers. Je dis pas que c'est pas beaucoup, c'est sans doute une charge, bien entendu, mais c'est pas impossible d'aller entendre le principal suspect, donc c'est pas une question de moyens. Non, c'est pas... Alors, dans le cas précis, il faudra évidemment, il y a 2 ou 3 enquêtes administratives sur la gendarmerie, mais si vous voulez, ce qui me fait très peur, c'est que, on va dire en gros, c'est une réponse collective, c'est une responsabilité collective, et en fait, on n'en saura pas davantage, on n'en saura pas forcément davantage. Elisabeth, j'ai d'abord 2 précisions. La première chose, on appelle ça maintenant les juges de la liberté et de la détention. Avant de les redéployer, il faudrait peut-être les former pour qu'ils fassent bien leur boulot. Parce que dans beaucoup d'affaires, ils laissent sortir des gens qui, à l'évidence, sont plutôt dangereux. Donc, ça me paraît pas, vous n'allez pas changer les choses avec des mesurettes comme ça. Les 70 000 plaintes, Gérald Darmanin a demandé que les dossiers soient juste réexaminés. C'est-à-dire, normalement, quand vous ouvrez un dossier, vous n'avez pas besoin de revoir tout le dossier pour voir s'il y a quelque chose, un peu de discernement ne nuit pas. Mais je voudrais venir à cette histoire de moyens. Oui, bien sûr, nous savons tous que les tribunaux sont engorgés. Bon, et évidemment, quand les vacances judiciaires arrivent, surtout, faut que... il y a aussi ça. Il y a aussi le je m'en foutisme, etc. Mais moi, je suis pour qu'on remette des moyens. Mais vous ne pouvez pas remettre des moyens en pleurnichant dès qu'on vous demande de travailler 6 mois de plus. Vous ne pouvez pas remettre des... J'en ai ras-le-bol de cette inconséquence des gens qui vont brailler, on veut des moyens, d'accord, si tu veux des moyens, tu bosses plus. Parce que on ne peut pas à la fois payer la retraite de Madame Michu pendant 30 ans, parce que maintenant ça devient ça, je veux dire, et tant mieux, Madame Michu va vivre jusqu'au bel âge de 94 ou 95 ans, ça veut dire qu'on l'a payé pendant plus de 30 ans. Donc on ne peut pas faire ça, recruter des magistrats, recruter des gendarmes, payer mieux les profs. À un moment, il faut savoir si nous privilégions, je veux dire, les générations qui ne travaillent plus, et j'en ferai bientôt partie, donc c'est pas... Et
streamer ou si nous faisons encore streamer tout peser sur les jeunes. Donc on ne peut pas tout demander à la fois. C'est tout. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, j'ai pas ressenti la même chose lorsque j'ai entendu des gens hurler après la déclaration du président de la République en disant j'ai pas envie qu'on entende parler de moyens sur ce cas précis-là. Ben moi, je suis d'accord parce que ça déresponsabilise. Et vous venez de le dire à l'instant, Éric. Du coup, voilà, on va avoir un rapport qui va être du gloubi-boulga. On va nous dire mais non, mais en fait c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Résultat, ce sera la faute de personne. Est-ce qu'un prof va vous dire j'apprends pas à lire à mes élèves parce que j'ai des problèmes de moyens? J'ai envie de dire, même dans une gendarmerie où vous n'avez que 3 gendarmes et beaucoup d'affaires, il y a un moment donné, si c'est votre métier, vous êtes capable de faire la différence entre une petite fille qui a des lésions, pardon d'être précis, une petite fille qui a des lésions et puis des affaires qui sont sans doute un peu moins prioritaires. Non mais il y a vraiment des procureurs qui vous disent qu'ils sont juste submergés. Et ça, on doit l'entendre. Mais encore une fois, moi je dis que c'est à la société de réagir et d'accepter On parle de priorité. Eh bien voilà, moi je considère que la priorité n'est pas encore d'augmenter, de payer encore plus de retraites, mais qu'elle est effectivement d'augmenter les profs et de recruter des juges enfin, voilà. Alors vous parliez à l'instant, Elisabeth, de la problématique des générations. On va pas faire payer aux jeunes le poids de ce que l'on fait pour les plus âgés. Et Éric, vous parliez ce matin à nouveau de cette question autour de l'âge de la retraite ou pas. On sent bien que ça va faire partie de la campagne présidentielle. 60, 62 ans, allongement de la durée de vie, le rapport qui nous dit qu'il va falloir travailler probablement plus. Et à qui il le dit? Beaucoup plus. Il le dit au millénium justement, parce que les 67 ans, c'est pour les milléniums. Mais attendez, c'est ça qui est délirant. En Allemagne, on y est déjà 67 ans. Et nous, on y sera en 2070. Mais écoutez, les Français sont dingues. Justement, on est avec Serge qui nous appelle et qui nous écoute de Paris. Vous nous dites, Serge, bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Elisabeth et Éric vous écoutent. Vous dites, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Et pourtant, j'étais intervenu il y a quelques jours parce que Jean-Luc Mélenchon disait dimanche dernier qu'on peut mettre la retraite à 60 ans. Elisabeth, ne criez pas. Je sais que vous allez dire qu'il est complètement dingue. Mais voilà. Donc quand Elisabeth dit que les Français sont dingues, mais je comprends pas 20 000 gars qui vont écouter Jean-Luc Mélenchon pour dire qu'on a du pognon et qu'on peut partir à 60 ans et qu'on peut mettre le SMIC à 1700 et que peut-être ma grand-mère va partir en vacances aux Bahamas avec au Puy du Fou grâce au jeu de Sud Radio. Non, mais on est complètement dingue parce que si on avait de l'argent, eh ben l'État baisserait les taxes sur l'essence et puis on mettrait le SMIC à 2500. Mais on parle beaucoup de comment gagner de l'argent, mais jamais on ne dit comment réduire les dépenses. Alors on vient de nous appeler également et de réagir sur l'antenne de Sud Radio, et l'un des commentaires à propos de la question et de la question du jour sur ce nouvel âge de départ, peut-être, en tous les cas, cette préconisation, eh bien, quelqu'un dit, quitte à gagner moins et gagner plus en temps, moi, je voudrais partir plus tôt pour profiter de la vie. Ça vous semble recevable comme avis, ça, ou pas ? Alors, comme avait dit, je crois, une fois Coluche, parce que on avait créé le ministère du temps libre, il avait dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir du temps libre si j'ai pas de pognon pour sortir. Évidemment. Bah, c'est un peu ça, quoi. Oui. Donc, on dit, ok, tu gagnes moins, mais tu pars plus tôt. Mais il peut partir dès maintenant, à la retraite, le gars, s'il veut, à 40 ans, il peut partir à la retraite, Il fait état, et puis il va toucher 250 € par mois, moi, je comprends pas, ce raisonnement. Et c'est pas vraiment un projet de vie de partir avec très très peu et de pas vraiment profiter. Enfin bon, moi, tous les cas, c'est pas un projet de vie tout court de s'arrêter de bosser à 40 ans, vous savez. Oui, on est bien d'accord. Et la discussion se poursuit. On se retrouve dans un instant. Il est 8h45 sur Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Vous nous appelez au 0826 300 300 et justement dans un instant on va entendre Karine qui veut réagir à la chronique d'Elisabeth Lévy ce matin sur les quotas, ces commentatrices femmes qui seraient moins bien représentées que les hommes. Ça a beaucoup agacé Elisabeth dans cette merveilleuse chronique qui est à retrouver sur sudradio.fr. On va en parler dans un instant, mais ça vient de tomber. Le parquet de Nanterre, c'est un communiqué officiel, requiert la mise en examen et la détention
détention provisoire de Patrick Bruel pour viol et tentative de viol. Peut-être une réaction d'entre vous, Elisabeth et Éric Revel. C'est un coup dur parce que je suis pas sûr que Patrick Bruel s'attendait à cela. C'est peut-être la prison là qui l'attend. Bon, on verra, c'est les réquisitions. On va attendre ce que dit le juge. Bon, on ne sait pas ce qui s'est dit pendant cette garde à vue de 48 heures. On sait qu'il y a eu 2 nouvelles plaintes, je crois. Une nouvelle plainte qui a été déposée hier. Et une autre aujourd'hui. Donc les charges, sans doute, sont suffisantes pour requérir cette mise en examen et cette détention provisoire. Bon, après, il faut voir ce qui va être décidé, mais là, évidemment, ça prend une tournure pour Patrick Bruel très compliquée et très inquiétante. D'abord, je suis pas dans la tête des juges et c'est très difficile de se prononcer. L'instruction n'a même pas commencé puisque un juge vient d'être nommé, si j'ai bien compris. La seule chose, c'est que je me demande dans quelle mesure, là je parle juste de l'éventuelle incarcération, que la justice suive son cours, c'est normal. Je me demande dans quelle mesure c'est pas une incarcération pour l'opinion. Ah oui. Donc dans le climat actuel où on entend parler d'affaires où le JLD justement a remis en liberté des gens plutôt dangereux, bon, instinctivement je ne dirais pas que Patrick Bruel représente aujourd'hui un danger, mais je ne suis pas juge. Simplement, je déteste une chose, c'est la joie mauvaise de beaucoup de gens à voir tomber une idole. L'idolâtrie me semble assez... je n'aime pas l'idolâtrie et je n'aime pas cette joie mauvaise. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a un contexte qui n'est pas vraiment favorable à Patrick Bruel. On va justement écouter Karine qui nous appelle. Alors là, cette fois-ci, ça n'a rien à voir, c'est sur la Coupe du Monde et sur ses commentatrices. Bonjour Karine, vous êtes à Pont-sur-Seine. Bonjour Karine, je sens que je vais me faire engueuler. Non, je crois pas. Vous aviez un mot pour Elisabeth Lévy, c'est à vous. Pas du tout, parce que moi je suis tout à fait du même avis qu'Elisabeth Lévy. Si c'est pour mettre des femmes parce qu'elles sont des femmes, ça rime pas à grand chose en fait. Parce que moi, je veux bien qu'on me mette journaliste sportif, c'est pas mon domaine. Je vois pas ce que je pourrais aller faire dans une Coupe du Monde, quoi. Donc, j'ai envie de dire, le principal, c'est qu'il y ait des professionnels et des vrais professionnels. Ouais. Et puis ce que nous disait Elisabeth, c'est que vous êtes aussi agacée par cette forme de catégorisation systématique, en fait. C'est-à-dire que il faut tout compter. Il faut tout compter, quels que soient les domaines. Oui, et puis surtout, il faudrait qu'il y ait... Allez-y, je vous en prie, Karine, pardonnez-moi. Quand on est compétent dans un domaine, on n'a pas de problème pour être pris dans ce domaine-là, pour travailler. Je veux dire, moi, je suis en informatique, je suis rentrée en informatique. Quand c'était compliqué pour les femmes, j'ai fait mes études, j'ai été compétente, et puis je suis rentrée en informatique, j'ai pas eu de soucis, quoi. Voilà, effectivement. C'est plutôt avec l'IA que vous risquez d'en avoir... Non, mais... Non mais la seule question, je le répète, est-ce qu'on empêche des femmes d'aller à la Coupe du Monde parce qu'elles sont des femmes? J'attends. Si ça arrive, ça n'est pas bien du tout. Je crois au contraire, et notamment dans les médias parce que c'est visible, que les gens passent leur temps à chercher des femmes. Je vous rappelle que tout l'audiovisuel public est dirigé par des femmes parce que c'est médiatique. Alors le président, pas le président, l'Arcom veut dire nous nommons des femmes, etc., etc. Donc, et parce qu'il y a aussi des obligations, Elisabeth, il y a aussi les obligations de parité, en termes d'antenne, etc. Ça fait partie des contrats. Alors ce ne sont pas des obligations légales. Non, vous avez raison, mais c'est des fortes recommandations. Mais c'est une profession journaliste, alors peut-être pas sportif, mais déjà il y en avait pas, je pense, il y a 30 ans, des journalistes sportifs. Aujourd'hui, il y en a 17%. Mais journaliste, ça s'est beaucoup féminisé. Absolument. Allez, on reste dans la Coupe du Monde, mais avec vous, Benjamin Glaise, c'est votre hashtag, c'est votre regard sur les réseaux sociaux, parce que on va probablement dans le mois qui vient beaucoup parler de couvre-feu. Oui, parce qu'effectivement un certain nombre de maires ont déjà annoncé qu'ils allaient instaurer des couvre-feux pendant cette Coupe du Monde. C'est le cas du maire de Clermont-Ferrand, Julien Bonny, élu Les Républicains. Couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés de 23h à 7h du matin. Pour l'édile, l'objectif est d'éviter que ne se reproduisent les scènes de violences urbaines qui ont éclaté notamment dans sa ville après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Écoutez, il a pris la parole dans le 20h de TF1 hier dans ce reportage. Le maire de Clermont-Ferrand réagit à ces débordements qui auraient causé, selon lui, quelques 45 000 € de dégâts. Incendies, voitures vandalisées et policiers visés, notamment après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Pour le maire de la ville, les 3/4 des personnes présentes
avait entre 13 et 17 ans. Il n'est pas concevable que les parents puissent penser que leurs enfants ne prennent aucun risque à se retrouver au milieu de tirs de mortier d'artifice, de bombes de gaz lacrymogène, de jets de projectiles, de mobilier urbain qu'on enflamme. Voilà, le maire qui précise que tout contrevenant s'exposera à une amende de 150 €, à voir si c'est dissuasif. Il a aussi prévu un autre arrêté municipal qui interdira la consommation d'alcool dans la rue à partir de 22h. Et puis sur ces couvre-feux, en tout cas pendant la Coupe du Monde, on apprend aussi dans la dépêche du midi, dans l'édition du jour, qu'un couvre-feu sera aussi instauré du côté de Toulouse. Ouais, il y a d'autres communes qui le demandent ou qui en discutent en ce moment avec leurs conseils municipaux. Et j'imagine que dans les préfectures, on a déjà inscrit la date de mardi prochain, puisque c'est l'entrée en liste des Français, avec ce France-Sénégal. Ça vous inquiète ce mondial et cette gestion dans ce contexte, dans la suite de ce que l'on a connu en marge de la victoire du PSG, Eric ? Il n'y a pas de raison que ça me rassure. En fait, il n'y a aucune raison. Alors je salue l'initiative de ces maires qui prennent les devants pour essayer de... Ouais, je pense pas que ce sera suffisant, d'autant plus que vous allez avoir quand même plusieurs sujets en même temps pendant cette Coupe du Monde. Vous allez avoir le sujet de l'équipe de France, qu'elle gagne, qu'elle perde. Vous allez avoir aussi des sujets d'équipe nationale dont nous avons de très fortes communautés en France, le Maroc, l'Algérie. Donc tout ça, c'est des foyers potentiels, c'est des foyers potentiels d'embrasement. Oui. Moi, les scènes auxquelles on a assisté, c'est pas des échauffourées, c'était parfois des scènes de guérilla urbaine. Guérilla urbaine. Ouais. Donc je salue l'initiative du maire de Toulouse et de Clermont-Ferrand, mais je leur souhaite bon courage. Moi, ce qui m'inquiète d'abord, c'est d'entrer dans un tunnel de foot à tous les repas. Donc ça m'inquiète beaucoup. Et je dois dire, je suis déjà fatigué. Une contre-coupe du monde. Je suis déjà fatigué, mais en revanche, ce qui est incroyable, c'est que il me semble quand même, moi, je vois, ceux qui sont excités, c'est les gamins, et qu'on soit obligé d'empêcher les gamins de sortir, parce que normalement, un soir de week-end ou je sais pas quoi, s'il y a un match, vous avez 12-13 ans, dans un village où normalement vous devriez pouvoir sortir dans une à Clermont-Ferrand, c'est pas Clermont-Ferrand, c'est pas Chicago, me semble-t-il. Ouais. Donc on va de plus en plus vers des fan zones, je crois. Tout à l'heure, Monsieur Béchu disait à Angers, on va probablement monter une fan zone. Et il y a cette sorte de punition collective, parce que malgré tout, les scènes dont Eric parle existent, mais elles sont le fait de minorités abruties, violentes, qui sèment le bazar. Enfin, c'est parce que je suis police maintenant, mais c'est dégueulasse de punir tout le monde, en fait. Ouais. C'est horrible qu'on en arrive là. C'est encore un témoignage d'impuissance. Bon, en tous les cas, la question du vivre ensemble, on va continuer d'en parler sur Sud Radio. C'est justement le thème du jour tout à l'heure dans la tranche. Et la une de Causeur. La tranche de Jean-François Aquili. Vous avez raison de le rappeler. C'est aussi à la une de Causeur. Excellent magazine d'Elisabeth Lévy. Merci à Manu et John ce matin au standard et à la réalisation. Je vous retrouve demain. Bonne matinée à tous. Dans un instant, 9h et les infos.